Mathieu, tu l'appelles. Charles Ferré, C'est ça. Patricia Dubouchon, Philippe Tadien, Nicolas Gomez de Foix, Dubouchon, Ferra. Jean-Marie Tagnier, Julien Rivet, Didier Cassé, Sylvie Bouillon de Foix à la Ferra, Renaud Sabienko, Annie Carrara, Pierre Félix, William Stein de Foix à Saint-Altin, Annie Sommer de Foix à Gilda, William Hidalba, Paul Colbert, Delphine Morel de Foix à Colbert, Stéphane Petit de Foix à Freix, Marie-Beth Foncier de Foix à Ferré, Jean-Michel Freix, Francis Osmoula, Philippe Médica, Yann Vidal, Thierry Leguer, Clarisse Gallet de Foix à Villard et Brigitte Mazot-Buisson. Merci Mathieu. Avant de commencer et de passer la parole à Bernard, est-ce que vous avez des observations sur le procès verbal de la séance du 20 juin? Oui. D'accord. Ok, on va modifier. Il n'y a pas d'autres remarques? Bon, on peut sinon, mais s'il n'y a pas d'autres remarques, on va adopter à l'unanimité. Voilà, Octavien pour rejoindre. Voilà. Et puis, donc, vas-y Marc, démarre Marc. Donc on te laisse le truc là. Tu veux le Ok. Et bien, comme tous les ans, je vais vous faire un peu le résumé du rapport annuel du délégataire sur le réseau de chaleur. Donc, je vais vous rappeler rapidement l'évolution du réseau de chaleur, parce que c'est quand même assez intéressant ce qui s'est passé avec le ton. Donc, on était en 2007, le réseau de base se développe autour de Charal, de la zone industrielle, on va jusqu'à Carabino, le ATP, etc. Donc, on a une chaufferie bois à Tralgo, une chaufferie bois à Carabino. Après, au fil des années, donc 2010, deuxième partie de travaux qui va vers l'espace Ventadour et la piscine. Troisième partie en 2013, on va vers les bas des centres-villes. Plus récemment, en 2018, on a la liaison à l'UVE, donc la l'usine d'incinération, donc la récupération de chaleur fatale, qui vient changer un peu le mix énergétique du réseau. Donc plutôt que de jeter la chaleur aux petits oiseaux, on la récupère en l'injectant dans notre chaleur qui chauffe tous ces bâtiments. 2023-2024, on a eu l'extension vers le FJT et la résidence Guinaud. Donc voilà, on arrive là aujourd'hui, on est à peu près à 16-18 GWh d'énergie livrée, donc ça représente 10 MWh, ça veut dire l'équivalent de à peu près 2000 équivalents logements chauffés par le réseau. Ça fait 32 sous-stations desservies, donc essentiellement les plus gros consommateurs d'égotons, et un réseau qui s'étend sur 7,5 km. C'est intéressant de voir cette évolution sur plusieurs années, sur 15 ans quasiment. Mais il faut savoir que ce n'est pas fini parce qu'en ce moment, il y a une extension qu'on attend depuis longtemps. On a essayé de la faire faire à IDEX, qui est le délégataire du réseau, depuis beaucoup d'années. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça commence à valoir le coup. En fait, ils ont accepté, on a signé un avenant pour faire cette extension vers l'AFPA et la cité du Ravinel, en prenant au passage pas mal de logements de l'OPH. L'OPH fait un effort parce que ces logements étaient en individuel électrique, en tout électrique, donc du chauffage électrique avec des convecteurs, des grippins, et d'individuel gaz, et ils font l'effort de tout passer à l'eau chaude pour se raccorder aux eaux de chaleur. Donc ça, il faut le signaler parce que ça fait partie des seuls OPH de France qui le font, parce qu'en général, il faut compter entre 6 000 et 10 000 euros par logement pour se raccorder aux eaux de chaleur. C'est énorme. Donc à Brive, ils le font aussi. Brive et Coton sont un peu des modèles sur ce sujet, parce que les bailleurs sociaux, en général, on sait que leurs budgets sont compliqués, et ils dégagent très peu d'enveloppe pour s'accorder aux eaux de chaleur. Donc voilà, cette extension va se faire. C'est en cours d'étude, là, les travaux, ils devraient commencer, j'imagine, là on est encore en septembre. Le marché va donner sans tarder, mais ça sera tout en 2025. C'est ça. Donc la période de choc 2025-2026, ça devrait être opérationnel, donc même pour le Ravinel et pour l'AFPA, et puis après, en descendant l'ex-école d'école, le gymnase, voilà. Il n'y a que pour les appartements HLM où ça doit être assez conséquent quand même, parce qu'il faut 15 000 euros par logement. Pour 15 000 d'électricité, c'est ça. C'est carrément 15 000. C'est entre 10 et 15 000 en général, mais là ils ont annoncé 15 000 sur les trucs de. Non, je pense que 15 000. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on aime bien citer. Ouais, ok. C'est intéressant. Mais ça, c'est un gros problème. Enfin, on peut faire un parallèle sur tous les réseaux de chaleur en France, parce
parce que si on regarde, il y a à peu près 900 réseaux de chaleur en France alimentés par des énergies renouvelables de récupération. On passe devant des résidences qui sont toutes électriques, on a des gaz sur tous les réseaux de chaleur, et on ne les raccorde pas. Donc c'est très rare d'avoir des gens motivés qui veulent se raccorder et faire ces travaux qui coûtent cher. Et ça, tout ça, c'est pour ça que c'est un bel exemple. Ça rentre dans la technique aussi. Stéphane Coty n'est pas là, mais il faut voir aussi glisser de ceux. C'est-à-dire qu'avec pollueur-payeur, nous avons bien aidé parce qu'à l'époque, je vois rien que pour accorder la mairie, on a payé 38 000 €, alors que maintenant, on ne paiera pas le raccordement aux différents immeubles. Il faut pas rêver, de toute façon, si on fait cette extension vers la fin, c'est grâce aux CC2. Les DEX n'auraient jamais voulu, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais voulu le faire. Et là, c'est rentable parce qu'on a ces CC2 qui viennent en plus des subventions. Et ce qui permet d'être rentable sur cette extension. Mais bon, c'est positif pour tout le territoire. S'il y a de l'argent public qui vient en plus, tant mieux, ça nous aide à le faire passer. La dernière chose, on va l'étendre après, c'est puisque on va démolir la friche industrielle de Stagé. Donc j'ai déjà prévu effectivement de l'étendre, de partir de l'unité et de l'amener juste en bas. D'accord. Et il y aura quoi à cet endroit qui on a un projet avec les membres, donc il y aura des logements intermédiaires. On a beaucoup de logements de qualité. Okay. On a de gros soucis pour loger les personnes. Alors il y a des studios en pagaille pour les étudiants. Et par contre, après, du T3, T4, de bonne qualité. C'est de la résidence collective. Oui, okay. Collective, on l'a fait beaucoup. On a on terminerait certainement par ça. Super. Ok, donc sur le bilan technique, on passe rapidement, mais comme toutes les années, il faut se souvenir que sur le réseau des Glotons, c'est assez intéressant. On a Charal qui fait un tiers du réseau, donc leurs consommations sont assez énormes. Mais avec 5 usagers, c'est-à-dire Charal, le ATP, lycée Carabino, l'EHPAD et la piscine, ça représente les 3 quarts des consommations du réseau, ces 5-là. Donc ils sont évidemment, en général, vu qu'ils consomment beaucoup de chaleur par rapport à leur abonnement, ils ont un coût de la chaleur qu'ils payent à la fin de l'année qui est un peu inférieur aux autres, parce qu'en fait, ils consomment beaucoup plus qu'ils ont d'abonnement. Contrairement à d'autres petits abonnés qui, eux, ont un abonnement important par rapport à leur consommation de chaleur. On se retrouve avec un coût de chaleur un petit peu supérieur. Sur les évolutions des quantités de chaleur livrée, on a vu que malgré les extensions, notamment celle vers Guino, qui nous rapportait, on gagnait 1,5 GWh, on voit que finalement, la tendance est à la baisse en termes de l'énergie livrée sur le réseau. Parce qu'en fait, on a des rénovations thermiques sur les bâtiments, donc c'est très positif. Mais c'est sûr que quand on regarde plutôt le côté livraison de chaleur et amortissement des investissements, c'est pas forcément ce qu'on a prévu. On devait passer de 16 à 18 GWh, au final, on est plutôt autour de 16, on est revenu à 16, parce qu'en fait, on a une rigueur climatique qui a baissé, et aussi de la rénovation sur les bâtiments. Donc c'est normal, c'est la vie du réseau, et c'est pour ça qu'il faut les étendre de temps en temps, et que l'extension vers la FRA va pouvoir redynamiser un peu les volumes d'énergie vendus sur le réseau. Sur le bilan énergétique, on est très bien parce qu'en fait, déjà, on a eu 0 consommation de fuel cette année. Parce qu'à Carmino, il n'y a plus de chaudière bois, mais il y a quand même une chaudière fuel qui sert en appoint secours ultime. Il n'y en a pas eu besoin du tout en 2022-2023, donc c'est positif. On voit qu'on a un super taux de couverture ENR et de récupération, c'est-à-dire que l'UVE, c'est 55% de l'énergie qui rentre dans le réseau. Le bois fait 41%, on n'a que 4% de gaz. Donc quand on se rappelle. Moi, je me souviens quand j'avais commencé il y a 9-10 ans, quand on venait avec Serge, il y avait des années où le fuel c'était 20% du taux de couverture. Donc on s'est vraiment amélioré et l'UVE a permis de stabiliser les taux de couverture par les énergies renouvelables ou de récupération. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il faut retenir de cette image. S'il y a une chose qu'il faut retenir, mais là j'y reviendrai plus tard, mais c'est pour critiquer un peu ITEX. En tout cas, il faut qu'on leur dise de faire attention parce que là on voit un rendement de la chaudière bois de 90%. C'est super, sauf que c'est irréaliste, parce que on observe plutôt 80% en général. Donc pourquoi on a 90 cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour moi, il y a un mauvais comptage de l'énergie de ce qui rentre dans la chaudière. En gros, ils ont surestimé le pouvoir calorifique des plaquettes qui rentrent. Enfin, c'est un détail technique, mais ça, c'est pas sérieux de laisser ça dans un rapport. Parce que moi, je le mets, mais en gros, c'est ce qu'on observe quand on regarde le chiffre, mais c'est pas possible. Ou alors, ça serait génial, mais même les nouvelles chaudières bois, il faut pas être très peu qu'elles n'arrivent pas à faire 90%, c'est là, c'est pas possible. Donc ça, c'est un détail technique, mais il faut leur signaler pour qu'ils améliorent un peu leur suivi en entrée chauffée. Le taux de couverture, c'est ce que je vous disais, il est exceptionnel, on est autour de 87% d'énergie renouvelable de récupération, très bien. L'UVE, on voit que ça représente, c'est bien, ça a augmenté un peu, c'est passé de 53 à 55%, la biomasse est passée de 44 à 41%, ça reste un peu stable, mais ça va s'inverser. On va plutôt passer à 50% de biomasse et 40% d'UVE dans les prochaines années, parce que les serres vont tirer un peu plus de chaleur. C'était prévu dans leur tranche, ils ont leur dernière tranche qui est rentrée en fonctionnement.
Donc ils vont pomper un peu plus de chaleur, on en aura un peu moins sur un réseau. Bien sûr, parce qu'ils vont faire de l'alimentation des serres avec du photovoltaïque pour chauffer. Du solaire thermique. Solaire thermique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce projet, donc il a été fait. C'est plus qu'un projet, c'est en cours de réalisation. Ok. Ah bah c'est... Alors, à mon avis, ça va. Alors, on a tout à y gagner si c'est clair. Enfin, tout. Nous, non, mais IDEX, oui. Et surtout, c'était par rapport pareil, à la consommation du gaz. Parce que Ouais. si on a moins de gaz, quand les degrés ne fournit pas. Ouais. Oui, en été. Voilà, Vu alors que dans notre après, contrat, ils vont peut-être moins consommer sur du vélo et surtout pour le gaz. Il y a certaines périodes où on disposera peut-être un peu plus de chaleur que prévu, et c'est tant mieux. Donc, voilà. Donc, sur les rendements réseau, c'est toujours le point noir. Donc, j'ai parlé de la chaudière bois et ce petit détail où il y a eu, la chaudière bois fonctionne bien, mais où il y a eu une petite erreur dans leur relevé. Sur les rendements réseau, on voit qu'on est toujours à 76%. Donc on oscille depuis plus de 10 ans entre 76 et 78% de rendement réseau. Ça veut dire qu'on a 22% de perte thermique dans le réseau. Donc ça, c'est un gros travail. On voit là sur les courbes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution des pertes. On voit qu'en plein hiver, on est entre 80 et 85% de rendement réseau, donc c'est plutôt bien. Et on voit qu'on s'effondre en été. Alors ça, c'est tout à fait normal, on voit surtout les réseaux de chaleur de France, c'est-à-dire que forcément, en fait, quelles que soient les périodes de l'année, on a la même chaleur qui est perdue dans le sol. Sauf que quand on remet en pourcentage, en hiver, on passe des milliers de mégawattheures, alors qu'en été, on passe plus de 10 mégawattheures. Vu que c'est les mêmes pertes, forcément en pourcentage, on a des grosses pertes en été. Mais on voit que c'est un poste où normalement sur les nouveaux réseaux de chaleur, on sort à des rendements réseau au-dessus de 85%. Et là, on stagne un peu à 75%. On en a beaucoup parlé à IDEX parce qu'on a le même constat tous les ans. On sait qu'il y a des améliorations à faire. Eux, ils sont un peu bloqués parce qu'ils ont ce départ avec Charal où ils doivent les alimenter en très haute température. Et en fait, c'est là où on peut jouer. Si on baisse les températures, on baisse les pertes dans le réseau. Sauf que Charal impose un mode de fonctionnement à haute température, donc ils sont un peu bloqués. Ils ont travaillé sur le process de Charal, donc ça devrait s'améliorer. Malheureusement, ça fait quelques années qu'ils sont dessus, puis je vois pas trop d'amélioration pour l'instant. En même temps, l'énergie va baisser, donc on peut pas, c'est un peu délicat. Mais il y a aussi une autre opération qu'ils sont en train de faire sur toutes les sous-stations du réseau, où ils changent un peu les automates et ça change l'ouverture des vannes, enfin c'est l'hydraulique pure et dure. Mais ça devrait permettre aussi d'abaisser les retours de température et normalement faire baisser les pertes réseau à l'avenir. On verra l'année prochaine. Sur l'évolution des rendements à cheveux à bois, je vous en ai parlé. C'est juste un détail, mais il faut vraiment qu'ils fassent attention sur ce qui rentre en chaufferie parce que c'est pas normal, enfin c'est pas logique d'annoncer 90% de rendement alors que l'année dernière il était à 78% pour un fonctionnement identique. Donc c'est vraiment, moi j'ai regardé en détail, en fait le pouvoir calorifique, ils étaient à 3,6 MWh en 2021-2022, ils sont passés à 2,8 en 22-23, c'est pas possible d'avoir une perte. J'ai regardé les pourcentages d'humidité des plaquettes qui rentrent dans la chaufferie sont les mêmes, donc il n'y a pas de raison que le pouvoir calorifique change. Donc ça j'en parlais avec eux. Sur le financier, ce qui est intéressant c'est de voir le réseau d'Égletons où on en est au niveau du tarif. Donc on voit sur la courbe monotone de tous les réseaux de chaleur de France. En noir, c'est ceux qui ne sont pas alimentés par des énergies renouvelables. En vert, c'est ceux qui sont alimentés par des ENR, comme Égletons. On voit qu'Égletons est pas mal placé, quoi. On est plutôt bas. Là, on est dans le secret de Polichinelle, je ne dirais pas le tarif exact, mais on est maintenant moins cher à Égletons qu'à Brive, parce qu'il y a eu pas mal de soucis à Brive sur le montage du projet. Donc, pour un projet beaucoup plus gros, normalement, on doit être. Enfin, bref, Égletons est très bien placé en termes de tarif. Par contre, tu vois, Ouais. il faut que tu les tables de nouveau, la IDEX. Ils envoient des factures qui sont incompréhensibles. Ça, c'est... Tu devais le faire et. Bah, moi, je vois. ils devaient le faire parce que tu sais, on leur a mis la pression sur Ouais, le je vois projet. Paris, là, ne serait-ce que pour. Ils ont modifié, c'est un peu plus clair. Un peu plus clair. Et ouais, mais c'est vrai que c'est parce que moi, ce que je veux, au niveau de Ils la ont une gestion un commune. peu particulière. Ouais. Ouais. Au niveau de la commune, je veux un suivi, effectivement, bâtiment avec le de chaleur, on a vraiment du mal à s'y retrouver. Ouais. Quand tu annonces le prix dans les 100 euros en taxe de mégawattheure. Ouais, tu le ressens pas quand tu lis ta facture, tu as l'impression de payer cher, tu n'y comprends rien. Quoi. C'est ça. Ouais. Bah, le Tu vieux, vois, c'est ça. pour les pattes, c'est pareil, la directrice, elle s'arrache les cheveux parce que on est revenu plusieurs fois au prix d'IDEX, mais Et il répond quoi, Ilex? c'est compliqué, hein, je veux dire, après, il répond ou il ne répond pas, et puis c'est vrai, l'impression qu'on a, c'est que, en fait, au niveau du coût, on a l'impression que ça part dans tous les sens, quoi, c'est compliqué. Bah, c'est surtout cette histoire de. Ce qui est toujours compliqué à comprendre, Mais c'est la retenue. voilà,
Et La là, part de l'abonnement est tellement importante Ah, qu'on paye quasiment toute l'année la même chose, alors qu'il y a des mois où on ne pense pas. Ouais. Donc ça, c'est de la pédagogie à faire au fur et à mesure. Donc c'est là où dans le suivi, il faudra presque faire des notes d'accompagnement sur les factures. C'est ce qu'on a demandé déjà un nombre de fois. Et ben on va leur C'est redemander. toujours le constat tous les ans. Ouais. Sur le même sujet, c'était OK pour justement dire qu'il y avait une part NR, etc., pour expliquer les choses, pour beaucoup plus de pédagogie. On l'a dit un nombre de fois important. Et on se retrouve toujours avec les mêmes remarques à la lecture des factures. Alors que même ce qu'on a dit à chaque fois, des comparatifs avec si vous chauffiez au gaz, voilà ce qu'il en serait, etc. C'est dans leur intérêt en plus. C'est exactement ce que je fais là, par exemple. En plus, ils ont tous les chiffres, quoi. Parce qu'en gros, ça c'était l'évolution des prix du gaz. C'est rigolo de voir en gros 2016-2019 la courbe bleue. Donc c'est vraiment le prix du gaz à la frontière. Donc c'est la molécule de gaz qu'on appelle le PEG. On voit qu'on était entre 15 et 25 euros. On a eu la crise Covid où c'est descendu en 10 euros, voire des prix négatifs. On a explosé pendant 2022-2023 la crise en Ukraine. Là aujourd'hui on redescend. On est retombé à 35 euros le mégawattheure de gaz. Heureusement, pour ceux qui consomment plus de gaz comme vous, il y a les taxes d'acheminement qui ont augmenté et les taxes sur la TICGN, sur le gaz naturel en gros. Donc, ce qui fait que ça compense un peu. On fait faire des économies aux gens, ils vous consomment moins parce que le prix c'est plus cher. Et en fait, donc, moins on consomme, plus on paye cher parce qu'ils augmentent toutes les taxes pour payer le réseau. Donc, bonjour, voilà, on prend les gens pour du gogo, quoi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré cette baisse sur le prix du gaz, au final, avec le réseau, vous faites des économies. C'est ça qu'on devrait voir en effet dans les factures, être transparent là-dessus. J'ai fait le calcul sur la commune, ça peut faire 35 000 euros sur tous les bâtiments de la commune par rapport à si vous étiez au gaz. Sachant que c'est beaucoup moins que l'année dernière, on était plutôt au double l'année dernière. Mais là, le gaz a rebaissé, donc forcément l'économie a un peu fait. Mais il y a toujours une économie. 35 000 euros, oui. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un peu leur idée. Il y a une chose qui va vous faire un peu sauter au plafond. Moi aussi, on a tous sauté au plafond et ils ne me répondent pas en plus que je les interroge là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a toujours eu des concessions en déficit qui nous présentaient toujours des gros déficits. C'est le deuxième sujet, ça. Voilà. Et sauf que depuis l'année dernière, ils ont fini de rembourser leurs emprunts. Enfin, ils les affichent plus à leur compte d'exploitation. Donc il n'y a plus de déficit, mais un excédent de 760 000 euros cette année. Donc tant mieux, ils gagnent de l'argent. Et ça va leur permettre de payer un peu l'extension sans se plaindre en tout cas. Mais voilà, par contre ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a fait x2,5 entre deux exercices. Parce que déjà l'année dernière, ils avaient arrêté de payer leur emprunt, donc c'était logique qu'ils soient dans le positif. Et là on a fait x2,5, j'aurais demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe au point de vue financier. Tant mieux, hein, ils gagnent de l'argent, tout le monde est content, le réseau n'est pas, comme je disais, il n'est pas très cher pour les usagers. Il y a juste un manque de suivi, quoi. Ils m'ont répondu sur toutes les questions techniques, mais sur les côtés financiers, je n'ai pas eu. Voilà, on va insister là-dessus. La conclusion, c'est quoi? Ça fonctionne bien, franchement, c'est bien suivi, techniquement, ça marche bien, le taux d'ouverture est parfait. Ils ont finalement accepté de faire cette extension, ça va dans le bon sens pour tout le monde, pour ouvrir le service public à plus d'usagers. On est pas mal. Le bilan financier, maintenant, ils sont même très contents, on les entend plus. Donc voilà. Enfin, je pense qu'il faut juste jouer sur la biomasse et sur le rendement réseau, on peut encore améliorer. Et finalement, ça ne regarde que, parce que s'ils ont un mauvais rendement réseau et un mauvais rendement sur la biomasse, c'est eux qui ont moins d'argent gagné. Mais bon, on a toujours envie que le réseau soit plus performant énergétiquement. Ok, moi je te remercie pour la qualité de tes rapports, hein, c'est facile à lire. Et même si on n'est pas des familiers des chiffres, pour la plupart d'entre vous, c'est quand même assez plaisant, sachant que quand même, par rapport à ta monotone, tout à l'heure, le prix de l'énergie, on se situe aux alentours de 100 euros. Ouais. Et je vois au niveau de la Comcom, même au niveau de la, avec les aides de l'ADEME. On avait privilégié les communes de la quantité de communes à monter un réseau de chaleur, mais tout le monde a abandonné. Parce qu'en fin de compte, les travaux sont tellement onéreux que les collectivités ont du mal, si vous voulez, donc, à sortir les 50% des restants. Et en plus, si tu veux, moi, tous les projets que je sors en ce moment sont à 130. Il faut bien se rendre compte qu'on est, je suis là-haut. Hein,
et ceux qui sortent. Et aujourd'hui, donc on a des certificats d'économie d'énergie, on en parlait tout à l'heure sur les sous-stations, qui viennent en plus, qui nous ont aidés pour faire l'extension. Ça, je l'ai sur tous les réseaux de chaleur. Mais le dispositif s'arrête en décembre 2026. Et lorsqu'ils vont disparaître, moi je ne sors plus un seul réseau. Après, tu es au chômage. Mais non, mais c'est un peu la cata pour les réseaux de chaleur. C'est pour ça que nous on fait le maximum, on termine tout. Ah ouais, donc c'est bien. Et puis, surtout, moi, je vois un gros coup là, sur le logement HLM, puisque, en fin de compte, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver, surtout dans le logement social. Et donc, on sera au clair, puisqu'en plein compte, l'extension, ça va nous obliger donc, à consommer à peu près 5 gigawattheures depuis ces alors que là, tu as 18-19. Et puis après, donc, tant pis, hein. On verra après. Après, il y aura d'autres solutions pour faire évoluer le réseau, mais c'est des solutions visibles, parce que le périmètre de la concession, en fait, c'est la ville, c'est le périmètre de la ville. Et j'avais repéré des sites consommateurs, mais qui ne sont pas atteints par le réseau parce que ce serait trop loin. Mais j'avais un site par là qui est un site étudiant. Oui, c'est ça. Où il y avait du logement et du crous, ouais, je crois. Et en gros, là, on pourrait avoir une chaudière avec un petit réseau qui serait intégré avec les tarifs de la concession. Ça, il faudra évidemment, dès que ça passe dans leur business plan, mais on pourra peut-être un jour évoluer comme ça, sans se raccorder même au réseau, faire un développement qui soit intégré dans cette structure. Ok, on te remercie. Est-ce que vous avez des questions, mes collègues? Juste une remarque. Charal a déjà investi dans le ballon d'hydroaccumulation. On en avait Oui. parlé l'an Oui. dernier. Oui. Et ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Non. Ça suffit pas. Donc on revient encore à la charge, effectivement, là, pour ça. Parce que c'est vrai qu'on perd quand même 25% de rendement. Hein. Ouais. Bien sûr, on a à peu près 5 MWh qui partent en l'air. Ouais. Et, on ne pourrait pas gagner beaucoup plus parce que les technologies de l'époque font qu'à 80% ça serait déjà bien, mais si on atteignait au moins les 80%, ça serait possible. Après, ils payent en conséquence aussi. Comment ça? Par rapport à leur tarif, c'est pas le tarif. Charles? Ouais. Ah non. Non. À partir même quand ils sont de la TVA, même c'est à 10 ou à 5 la TVA. Eux n'ont pas tous les usagers bénéficient d'une TVA à 5,5. Ouais. Donc ça c'est bien, mais eux ils s'en foutent en fait de la TVA. On pourrait être à 20, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de TVA. C'est du hors-taxe. Oui. Donc en fait la TVA à 5,5, c'est pour ça que souvent raccorder les industriels aux routeurs c'est compliqué. Parce que le gain qu'on a de 15 points sur la TVA, eux ils s'en foutent. Donc souvent c'est compliqué. Mais là, du coup, ils sont là tombés. Et c'est pour ça qu'on les entendait pendant le Covid où ils voulaient sortir du réseau parce que le gaz était pas cher. Oui, tout à fait. Mais je dis à Martino l'année suivante, je dis tiens, où sont tes chaudières gaz? Donc, ils font pas de cadeau. Il dit mais Charles, c'est bien gentil ton réseau, mais je coupe vendredi et lundi, je descends les remorques avec des chaudières gaz. Je dis jamais eu avec lui. Et puis, ils ont bien fait. Ils sortiraient pas à 100 €. Ça c'est sûr. Bon, écoute, on te remercie, et Marc, et puis en plus, on a du boulot pour l'année prochaine, pour tous les raccordements, parce qu'il y en a une flotte jusqu'à la fin. Et puis, voilà, c'est pour l'année dernière. Et donc, on demande, je crois que dans l'année des livres, c'est de prendre acte. Voilà. On en prend votre temps, on prend acte. Voilà. Puis, bon retour à Châteauroux. Merci beaucoup. Voilà. D'ailleurs, ça fait penser que IDEX, là, on va les chercher comme sponsor. C'est le PDF, 700 €. Patricia. Oui, c'est vrai. On va les chercher un peu pour les sponsors. Du mécénat. Pour les mécénat, on va faire. Surtout qu'après, il y a leur bénéfice en plus. Donc, 500 €, donc on va essayer de chercher du mécénat profitable. On va voir. Merci. Ben, on va appeler Monsieur Rivière. Denis. Denis est là. Voilà. Merci Denis. Ouais, merci. À bientôt. Au revoir. Laurent, tu es du projet de rien? Non. Vas-y, on va passer avec. Alors, donc, le rapport.
marche. Ah oui, d'accord. Alors, donc, je me présente, je suis le président du Centre culturel et sportif, et donc je vais parler du rapport d'activité donc, pour le cinéma pour l'année 2023. Donc, la fréquentation en 2023 a atteint donc, 15 574 entrées, soit une augmentation de 14% par rapport à 2022, ce qui représente une moyenne de 299 spectateurs par semaine. Alors, nous avons presque atteint la fréquentation de 2019, qui est l'année record, donc avant la pandémie. Voilà, donc il nous manquait plus de 700 entrées pour arriver au score. Donc, sur le rapport, vous avez le graphique qui reprend de l'année 2015 à l'année 2023, donc la fréquentation du cinéma. Voilà, donc là, pour l'année 2024, je pense qu'on sera bon, parce que déjà au mois de septembre donc de cette année, on est déjà à plus 5% par rapport à 2023. Et les trois mois qui arrivent risquent d'être meilleurs. En plus, on a quand même des films qui arrivent pour Noël, qui vont être de Disney, c'est pas mal. Donc pour la fréquentation. Voilà. Alors, nous avons proposé 1475 séances, ça représente 289 films. Voilà. Donc, les tarifs proposés sont abordables, ils ont subi une augmentation de 0,02% par rapport à l'année 2022, ce qui rend le cinéma accessible pour tous. Alors, le nombre de tarifs est important, vous le verrez sur la grille. Mais il est important parce qu'il se justifie par la variété du public que l'on peut avoir donc, sur tout le territoire. Voilà, donc ça détaille la fréquentation par tarif, l'année tarifaire. Alors, le cinéma est également inscrit donc, sur la plateforme Pass Culture. Alors, Pass Culture, c'est pour les jeunes et pour les établissements scolaires qui peuvent donc s'inscrire dessus et prendre donc des places pour des séances. Alors, par contre, c'est un franc succès pour les jeunes, puisque la progression est de 160% pour le Pass Culture. Alors, les tarifs adhérents CCS est également en progression sur l'année 2023, puisqu'il est à 32%, plus de 32%, et également le tarif des comités d'entreprise, qui est à plus de 37%. Voilà, sur l'année 2023. Alors, donc le cinéma organise ses séances différemment tout au long de l'année, donc selon 3 périodes distinctes. Alors, il y a les vacances scolaires, il y a une amplitude d'ouverture qui est beaucoup plus importante, puisqu'on peut proposer 36 séances par semaine. Voilà. Les vacances d'été, donc on a une amplitude d'ouverture beaucoup moins importante, puisqu'il n'y a plus que 20 séances par semaine, et on ferme le dimanche. Voilà, il y a beaucoup moins de fréquentation. Et la période scolaire, donc c'est la période entre les deux, donc qui est la plus classique en fait, où on est à moins de 3 séances par semaine. Voilà, pour les filles. Alors, par rapport à 2019, parce que 2019 qui était l'année record, on n'avait pas cette amplitude-là. Donc, effectivement, pour arriver au chiffre qu'on a aujourd'hui, il a fallu augmenter les séances pour arriver au chiffre qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ce qui n'était pas le cas en 2019, on avait moins de séances et il y avait beaucoup plus de monde. Voilà. Alors, le temps de travail donc, du chef projectionniste a également été augmenté, puisque pour faire fonctionner le cinéma, il y a également des bénévoles, on a plus de bénévoles pour faire fonctionner le cinéma aussi, puisqu'on a deux bénévoles qui font de la projection. Vous avez donc, dans le rapport, vous avez également donc, le tableau calendrier hebdomadaire pour voir la programmation. Et puis vous avez également la distribution journalière de la fréquentation et un graphique de distribution hebdomadaire de la fréquentation et des recettes. Alors, le cinéma donc, programme des films récents. Donc, il y a des sorties nationales, mais il y a également donc, beaucoup de troisième semaine et éventuellement de plus en plus de deuxième semaine. Ce qui n'était pas le cas dans le passé, puisqu'il fallait attendre une 5e semaine pour avoir
pour avoir des films. Donc ça a quand même évolué au niveau de la programmation. Alors on programme donc des films récents, mais également des films art et essai, en VO et en VF. Et des films jeunes publics. Alors les films jeunes publics, il y en a ces deux catégories, il y en a de 3 à 15 ans et de 15 à 25 ans. Voilà, et donc c'est surtout les 15 à 25 ans qui utilisent donc ce fameux pass culture pour aller au cinéma. Alors le cinéma détient actuellement le label art et essai et également le label jeune public. Voilà. Donc, et l'objectif est quand même important puisqu'il faut faire 15% des séances art et essai pour pouvoir obtenir ces labels. Alors le cinéma participe aux dispositifs nationaux, donc école au cinéma, collège au cinéma, lycée au cinéma, maternelle au cinéma. Par contre, nous constatons qu'il y a un ralentissement au niveau de la participation des écoles à ces dispositifs. Voilà, surtout au niveau des écoles au cinéma, voilà, qui sont les écoles les plus importantes puisque le collège en a qu'un. Le cinéma donc propose également de nombreuses animations et de médiations. Donc il y en a eu 45 en 2023, ce qui représente 1150 spectateurs. Alors les animations, c'était tout ce qui est ciné débat, ciné goûter, ciné atelier. Le festival, parce qu'il y a le festival Ciné Game qu'on a fait 2 fois. Voilà. Et donc vous pouvez également voir toutes ces animations, de 45, sur un tableau, donc il y a le rapport. Donc il y a tout détaillé en fait. Alors le cinéma donc développe et renforce et coordonne les partenariats bien sûr avec tous les acteurs du territoire pour animer donc tous ces ciné. Le but donc bien sûr de proposer une offre culturelle diversifiée, de ne pas rester dans la programmation classique des films qui sortent chaque semaine et confirmer donc sa position d'équipement de culture culturelle de proximité. Donc le cinéma est adhérent de l'entente VO pour la validation de sa programmation et pour les services liés à la négociation et à la facturation avec les distributeurs. Et le cinéma travaille également en réseau avec des partenaires comme l'AFCAE, Cina, l'ADRC, donc la mairie, la communauté de communes, le département, les écoles, les associations locales et les universités de Limoges. Voilà, donc on a quand même un réseau très important pour pouvoir faire toutes ces animations. La promotion du cinéma ne se fait que par les bénévoles, parce que c'est les bénévoles qui distribuent le programme papier du cinéma sur tout le territoire. Donc ensuite, il y a l'affichage, on fait de la presse locale et régionale, les radios locales et régionales, le site internet du cinéma, le Facebook, l'Instagram, il y a la newsletter, et puis également on diffuse sur les sites internet spécialisés, par exemple le Grand Cinéma, comme Allociné, etc. Et bien sûr, il y a également encore, même si c'est pas très utilisé, le répondeur du cinéma, puisqu'on laisse un message sur le répondeur avec les séances de cinéma. Voilà. Alors, donc je remercie la municipalité pour sa participation financière au fonctionnement du cinéma. Alors, cette participation financière, c'est l'eau, l'électricité, le chauffage et le ménage. Ouais. Voilà. Donc, vous avez également un tableau dans le rapport qui reprend, cette participation sur plusieurs années, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2023. Alors le CCS qui s'occupe par contre en tant que délégataire de la partie de la maintenance des équipements techniques et du mobilier, donc tout ce qui est fauteuil des salles, etc. Et donc les moyens humains de l'association se composent de 2 salariés permanents, donc le projectionniste et secrétaire permanent du centre culturel. Un médiateur ou médiatrice, alors actuellement nous n'en avons plus, puisque le dernier que nous avons recruté n'a pas convaincu, donc il a été remercié dans sa période d'essai. Voilà, donc on attend maintenant d'avoir un nouveau
nouveau médiateur, nouvelle médiatrice, mais actuellement c'est un petit peu compliqué parce que comme les 4 cinémas qui se trouvent sur la médiation, donc il y en a 3 qui se trouvent sur Haute-Corrèze Communauté et un seul sur la communauté des Bretons. Donc actuellement, il y a une personne qui est en charge sur Haute-Corrèze Communauté de ce poste-là, qui veut tout un peu renégocier, revoir tout le poste pour la répartition, parce que eux, ils règlent 3 salles sur le secteur, et s'il y en a qu'une seule. Voilà. Donc ils veulent revoir un petit peu ça, donc ça va prendre un peu plus de temps. Alors, je pense qu'on aura un médiateur pas avant janvier, quoi. Janvier, voilà, parce que là, les réunions commencent les réunions commencent au mois d'octobre. Donc ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut réunir donc, les maires de la communauté, les cinémas. Voilà, donc il y aura également l'entente de programmation VO qui participe en personne de Jean Vinon. Voilà. Donc on verra si on est avant la fin de l'année, mais c'est un petit peu compliqué de travailler sans médiateur, puisque c'est une part importante en fait des animations qui sont beaucoup faites par le médiateur et la médiatrice. C'est un poste hyper important pour le cinéma, et quand on n'en a pas, on est obligé de faire un peu par nous-mêmes sans savoir vraiment où on va. Voilà, donc le CCS va s'attacher à poursuivre son travail d'exploitation, donc de proposition et de programmation, donc pour l'année 2024, et c'est bien entamé, de toute façon. Voilà. Et on reste donc prêt à s'engager aux côtés des collectivités donc pour la rémunération de ce poste de travail qui est le cinéma. Très bien. Voilà. Je voudrais simplement rajouter que le poste de médiateur est très important pour le jeune public. Je sais qu'on est très demandeur au niveau du service enfant-jeunesse sur les animations donc, menées par cette personne. Et peut-être ça a créé un déséquilibre avec les autres cinémas. Je ne veux pas rentrer dedans, Oui, en fait, mais ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que sur les 4 cinémas, il y a disons deux cinémas qui sont plus importants que les autres et qui ont une demande beaucoup plus importante, puisque c'est UCL et le temps. Et après, effectivement, il y a MEMAC et Neuville, mais ils sont moins demandeurs, et c'est ce qui pose problème, je pense, en fait, à Haute-Corrèze Communauté, cette répartition qui n'est pas équilibrée, en fait. Parce qu'ils préféraient que je pense que ce soit plus équilibré sur les 3 cinémas. Voilà. C'est vraiment dommage, j'espère. Oui, non, mais on essaie de leur faire comprendre qu'effectivement, il y a plus de demandes sur le bouton et du sel, sur le public. Voilà, on espère quand même qu'on aura ce médiateur. Donc, moi, par rapport, effectivement, à la collectivité, on paye le chauffage et puis les frais de ménage et l'électricité. Et c'est vrai que c'est une véritable passoire thermique. Donc, on a pour projet, effectivement, de remplacer ces bacs aciers qui sont dessus, et puis faire une isolation de la terrasse. Et puis ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on ait un architecte, là, parce qu'on s'est fourvoyé là, avec le cabinet Hexacom sur la modernisation du cinéma, avec une possibilité de changer de place, etc. Ça peut tomber à l'eau. Et puis sachant que le cinéma, c'est un point central dans l'Île-de-France, c'est l'équipe du collège, du CCS, je peux demander à l'occasion si tu connaissais un archi qui nous fasse au moins une esquisse, sachant pour l'organisation de la salle. Donc, je se répète, je réitère. Voilà. Donc, et puis tant qu'on est positionné de la communauté commune, voir comment on travaille. Sachant qu'on peut, en regardant un peu plus près, on peut avoir des aides assez importantes, autour de 70% quand même, avec les chèques cinéma, etc. Et puis des aides de l'État. Donc, je pense que avant qu'ils restreignent de plus en plus les budgets au niveau de l'État, je sens que ça va m'être terminé, qu'on puisse déposer un dossier. D'accord. Parce que là, au niveau du bâtiment, effectivement, l'urgence, c'est quand même la corniche qui s'effrite. Alors, quand j'ai signé le devis à EPAGE, ça fait 6 mois, 5 000 €. Il y a les
barrières. Ouais. C'est terrible, il faut sans cesse en train de les relancer. Alors, effectivement, la corniche, donc, ça c'est pauvre. Là. Mais je ne vais pas quoi dire. Hein. C'est pas qu'on a fait. Puis en plus, on a pris au tarif que nous ont proposé. Hein. Donc, on n'a même pas discuté. D'accord. Donc, on a mis ces trois barrières. Je ne sais pas combien de temps. À tous les niveaux, hein. Là, on a des infiltrations de flotte en pagaille dans le bâtiment, ça coule dans le WC ici. Là, ça ruisselle. Le devis ici, depuis 6 mois, c'est inadmissible. C'est compliqué, puis ça se met en pétard, une fois on se les bras, parce qu'ils ne viennent pas. Pareil pour le sien. On a pensé juste pour la partie extérieure, mais puis cette moquette à l'intérieur. Voilà, l'idée, ça avec les chefs de cinéma, C'est vrai, oui. Il faut essayer de trouver un architecte un peu local pour essayer d'avoir un projet au moins pour rénover et graviner en fait cette salle. Oui. Oui, de toute façon, il y a besoin de rénovation. Les idées sont jouées. C'est peut-être un avantage aussi, hein. On voyez, les cinémas des années 30, on va dire. Voilà. Oui. Oui, ça va les têtes, je dis. Bon, je ne sais pas, moi, je pense qu'on satisfait le fonctionnement du cinéma, surtout le travail réalisé par les bénévoles. Parce que c'est bien quand même, s'il n'y a pas des bénévoles, ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité. Il faudrait augmenter le tarif des droits d'entrée. Donc ça permet quand même, c'est très compétitif. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez des films en semaine 2. C'est quand même ça. Encore comment on fait pour avoir des films si proches avec. Il faut négocier. Ah d'accord. Non, il faut voir son programmateur chez nous. C'est ta position dans l'entreprise là qui fait ça. Pardon ? C'est ta position dans l'entreprise. Non, je pense pas. J'espère que non, parce que là. non, je pense pas. Voilà, j'essaie d'avoir les films, de les demander avant leur sortie, comment je peux les avoir. Bon, écoutez, j'étais convaincant, hein. Il n'y a pas beaucoup de questions. Oui. On va te remercier. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée. Voilà, donc, comme tout à l'heure, on vous demande de prendre acte qu'il n'y a pas de vote. Et puis, si on reprend lors du jour du conseil municipal, la première équipe, ça concernait la délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Alors, il y a juste un point à changer. C'est ce qu'a dit, vous avez souligné la jaune là, qu'au paragraphe, à la troisième attribution, qui concerne donc le budget de la commune à hauteur de 2,5 millions d'euros. Sinon, le reste, il n'y a absolument rien changé. Et là, donc, ce qu'on peut faire, c'est voter, voilà, c'est voter. Ouais, juste une question, Ouais. s'il te plaît. Pourquoi ce besoin de changer le montant? Alors, on ne change pas le montant. Nous, la délégation d'attribution comprenait tout dedans. Elle disait que c'était dans la limite des crédits inscrits au budget. Cette année, donc, il y a le contrôle de l'égalité qui nous a demandé de préciser ceci. Dans le cadre des crédits ouverts, mais à hauteur de telle somme. Voilà, donc voilà pourquoi on modifie ce point. Parce que bon, des emprunts de 2,5 millions, on n'en aura pas beaucoup, vraisemblablement. Est-ce qu'on ne pourrait pas se limiter à déjà 500 000 euros, qui serait. 500 000 euros, on en fait très régulièrement. 600 000 euros. Moi, je serais pour délibérer, même si on est d'accord que ça a été prévu, indiqué dans le budget. C'est même pour le maire. C'est une manière aussi de valider, ça ne posera pas de souci au moment de la séance, parce qu'il y a une majorité. La différence de l'Assemblée, ce qui est bien dans les conseils municipaux, c'est qu'il y a toujours une majorité. Ah oui, donc vraisemblablement que ça passera, mais c'est aussi une manière de dire qu'il y a quand même une surveillance du conseil municipal. Oui, mais je et peut-être que 500 000 va tout monter à 1 million. 1 million, on va monter à 1 million. Et on va monter à 1 million. Voilà, donc alors par contre, dans la question, alors, donc ça change un peu. Dans ce qu'on
plus de 200 euros. Enfin, des sommes aussi dérisoires. Du coup, bien des votes contre. L'attention, je vous remercie. Alors après, rapidement, hein, donc, on nous oblige effectivement à nous présenter le rapport d'observation de la Chambre nationale des comptes à la communauté de communes. Donc il y avait 11 ou 12 recommandations. Bon, à la communauté de communes, c'est la DGS, c'est Delphine Courmier là, qui l'a présenté. On ne va pas encore, si vous voulez, ressasser tout ce qu'on avait, ça ne change pas grand-chose. Vous avez d'ailleurs les recommandations, c'est 14 recommandations qu'on avait, et 14 recommandations là, qui sont inscrites. Et puis, on demande effectivement de prendre acte, hein, comme on l'a fait à la communauté. Voilà, puis d'ailleurs, on s'est recalé déjà avec les recommandations pour les conférences de maire de communiquer chaque année avant 30 septembre l'activité de la communauté de communes. C'est le rapport suivant que vous allez avoir pour le rapport d'activité. Voilà, puis le reste après, c'est encore un tas de procédures. Voilà, s'il n'y a pas de souci, on va prendre acte, ça ne change rien au problème. Je trouve qu'on soit conforme. Ensuite, le rapport d'activité 2023 de la communauté de communes. Donc c'est un pavé assez important, de 73 pages, et effectivement, il faut le présenter avant le 30 septembre à la communauté de communes, et puis aussi on va en prendre acte du rapport d'activité qui avait été aussi soumis donc, à la communauté de communes. Voilà, pas de problème pour ça. Alors ensuite, le rapport 6, donc c'est Mathieu qui a écrit, je ne me trompe pas, sur l'élimination des déchets. Donc, c'est la communauté de communes Antenne de Règlement Immédiat qui exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers depuis le 1er janvier 2017. Vous avez pu, je pense, prendre connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité de ce service public. Le rapport fait apparaître notamment des indicateurs techniques concernant la collecte des déchets, le traitement des déchets ainsi que des indicateurs financiers. Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public et l'élimination des déchets pour l'année 2023 a été joint en annexe et est consultable pour toute personne qui en fait la demande en mairie. S'il y a des questions, des remarques en particulier. Alors, par contre, dans le rapport, donc nous avec le temps on passe en C2, déjà donc au niveau de la fréquence de collecte, hein, et je pense que dans les années à venir, peut-être pas là pour le voir, mais comme on passera au point d'apport volontaire en 2027, puisqu'il faut que le crédit suive, et je pense que là il y aura une véritable équité, c'est-à-dire la personne des logements verra le même prix que la personne de Saint-Hilaire-Fossac. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'à présent, c'est la commune des logements qui tient le budget en C2, et ça ne permet pas d'uniformiser. C'est plus du tout justifié, un C2 avec le 30%. Tout à fait. Les emballages dans les 7 jours, on n'a pas besoin d'un C2. Tout à fait, mais bon. Mais on avait compris. Tu avais compris. Voilà. Donc, soit on joue la solidarité, mais ça va être, c'est important. Donc, alors, on est arrivé donc, avec Jean-Pierre Valato pour éviter de pénaliser les gens de bien faire le choix. Il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là. Et puis, je te rejoins. Voilà, et puis le reste après, donc, vous avez effectivement. Donc, le marché pour les points d'apport volontaires donc, a été donné. Donc, il y en a une moitié qui sera réalisée par les RNTP et l'autre moitié qui sera réalisée par SATP. Voilà. Donc là, ça va se faire assez rapidement. On prend acte, ça, je pense. On prend acte, donc M. le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets de la communauté de communes Ventadour sur le temps monétaire. Le sport. Donc la communauté de communes Ventadour dispose de la compétence du service public d'assainissement
petite info également. En 2022, le service sport qui avait réalisé des contrôles de périodicité de 8 à 13 ans, et depuis 2023, les contrôles de bon fonctionnement sont passés à une périodicité de 5-6 ans. C'est plutôt très bien sur le suivi de ce service public-là sur le territoire. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier par rapport à ce rapport. Donc, M. le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif de la commune d'Andalou et du camp de Montmétier. Merci Mathieu. Eh bien Paul, tu présentes aussi vite. Présentation du rapport sur le prix de la qualité du service public de l'eau en 2023. Monsieur le maire rappelle que la société SOR a été retenue en qualité de délégataire pour le service public de l'eau. Le contrat de délégation a été fait le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 ans. Le bureau d'études en fonction des données produites par le rapport annuel du délégataire a réalisé le rapport sur le prix de la qualité du service public de l'eau qui est joint en annexe. Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport sur le prix de la qualité du service de l'eau pour 2023. Donc, juste quelques remarques, parce que tout à l'heure, on a téléphoné donc, au responsable de la SOR. On n'est pas d'accord avec ça, en particulier sur le prix, puisqu'on a, lors du dernier conseil, donc, on a modifié, on a fait une bascule entre le prix de l'eau potable et le prix de l'assainissement, et j'ai vu qu'ils n'ont pas tenu compte. Donc on a une réunion la semaine prochaine concernant, donc, pour bien regarder les choses. C'est bien d'avoir un délégataire, mais il faut les suivre de près, et il faut se battre sans cesse. Effectivement. Alors, ce qu'on a remarqué quand même, c'est qu'on a un rendement du réseau de 81%, donc ça ne change rien. On a fait, la collectivité, on a fait quand même pas mal de travaux. Quand on fait des travaux, vous avez vu sur le quartier, sur la cité Jardin en remontant, donc on change la canalisation d'eau, et puis il y a un résultat, effectivement, il y a beaucoup moins de casse. Et là, donc, on a, pour vous dire, là, on a un gros souci. Vous avez dû le voir, quand vous passez au niveau de Gamme-Vert, vous avez un trou énorme qui s'est affouillé, et ça traîne depuis des années et des années, et on est en train de lancer un marché, mais de manière à tout mettre à jour, puisque ça fait, vous voyez, comme quoi ce travail aurait dû être fait à l'époque par la Lyonnaise des Eaux. Si vous regardez de près, il y a encore 2 panneaux Lyonnaise des Eaux. Donc ils sont toujours fourvoyés, et puis maintenant, c'est là, ça, il faut le faire à tout prix. Donc, comment dit-il l'entreprise? Donc, il y a une fuite à ce niveau-là? Non, il n'y a pas de souci, mais on n'arrive pas à évacuer l'eau pluviale. Et ce qui fait que quand il pleut énormément, le fameux samedi où il y avait le commissaire à la chapelle, on a mis 30, voilà. Donc ça fait des affouillements. Si tu regardes de près, donc il y a un trou énorme. Plus ça continue, plus on est en train de manger la route. Donc la route, le petit bout de portion là sur Saint-Adrien, ça a été bloqué. Et puis attaquer les travaux pour tout mettre à jour. Et puis après, au niveau là, juste au-dessus des anciens terrains de tennis, ici, donc normalement vous avez un dé qui permet de balancer des eaux pluviales dans le ruisseau. Je pense que tout le monde se coucher à ce niveau-là. Après, c'est pas. Mais j'en rappelle à l'époque, quand on faisait du tennis, il y avait déjà le grillage pour fermer, et ça fait énormément de temps. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, et puis bon, on va revoir donc, les responsables de la SOR là, pour recaler. On fait 88%, c'est bien aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? On poserait donc à la SOR. Monsieur Le Sage ne vient plus nous présenter ça? Elle n'y peut pas. Mais par contre, on a discuté, on va le faire venir. Ce serait pas mal parce que je pense qu'il y a une erreur dans la dernière page. Il s'est trompé de commune. Oui. Ouais, parce qu'ils font des copier-coller, je suis d'accord avec toi. Ouais, le sage, là, il est à fond maintenant là, pour le transfert de compétences de l'eau potable et puis de l'assainissement au niveau de la communauté commune. Voilà. C'est l'avant-dernière fois où on présente, après ça sera tout dans la communauté de commune. Sachant que au niveau de la communauté de commune, donc, pour rien vous dévoiler, il n'y a que 3 solutions. Soit tout est repris par la communauté de commune et puis les syndicats comme Rosier, Montaignac, Moutier, donc est carrément dissous, on ne peut pas la comprendre.
soit c'est un gros syndicat infra-communautaire, ou soit un syndicat supra-communautaire. Donc il y a une présentation de nouveau. Alors, il y a eu déjà d'autres représentations avec les maires. Il y a une nouvelle présentation vers le 20 octobre qui permettra d'acter définitivement quel type de transfert sera fait au niveau de la communauté de communes. Voilà, c'est une équipe de l'île, mais nous, ça ne change rien pour nous, puisque on est en DSP, et certainement beaucoup de communes, dont je ne veux pas trop leur faire peur, mais arriveront comme au prix du mètre cube TTC aux alentours de 2,16 et de 20 euros le mètre cube. Bon, voilà pour le petit. Nous, on est en DSP, mais on devra aussi se positionner pour intégrer tel ou tel syndicat ou tel formule à la fin de la DSP. Ah oui, je suis sûr. Après, ça peut faire un régie, ça peut être. Il peut y avoir quelque chose d'assez consistant pour qu'on peut être en régie aussi, après l'année suivante, en 2033. Mais sachant que quand il y a des industriels, c'est un peu compliqué aussi. Hein, parce que je vois hier, on était donc avec FAM pour un poste de refoulement. On essaye effectivement, parce que à l'époque, les réseaux d'assainissement traversent carrément l'emprise de l'entreprise. C'est-à-dire que pour les strates de bois, bois d'èche, etc., tout leur tuyau d'assainissement traverse l'entreprise. Et tout ça, ça va au niveau du chemin là, qui monte au niveau de la propriété clôturée, à l'équipe, et après c'est rebalancé dans le réseau en remontant près de la maison. Et ça passe de l'autre côté de l'autre bassin versant. Et donc on est en train de faire une convention que si jamais il y a un problème ou si eux, il y a un bâtiment ou des fondations qui détériorent le réseau, qu'ils soient à leur charge de réparer le réseau qu'on a été travaillé dans ça. Voilà, donc tu fais la deuxième, ouais. En présentation du rapport sur la qualité, le prix et la qualité du service public de l'assainissement 2023. Monsieur le maire rappelle que la société Stor a été reconnue en qualité de délégataire pour le service public de l'assainissement. Le contrat de délégation a pris effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 12 ans. Le bureau d'études, en fonction des données produites par le rapport, dans le rapport annuel du délégataire, a réalisé le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement qui est joint en annexe. Monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour 2023. Voilà, pour vous apporter quelques éléments. On fait de gros travaux actuellement, la commune, travaux énormes, entre 250 000 et 300 000 euros. On part du poste de refoulement de la Vinette, si vous avez vu, si c'est au niveau des clubs. Et on refait toute la canalisation en remontant jusqu'au club. C'est un tuyau en amiante de 100 mm qui éclate très souvent. Et en même temps, donc, en remontant vers chez Cassin, Afro, etc., donc on refait le séparatif en assainissement et en eau pluviale. Voilà. Il y avait ça, et puis aussi on a eu un gros outil l'hiver dernier, où figurez-vous qu'il y avait des planches qui avaient été mises dans le réseau d'assainissement, et tout était bouché, et tout remontait derrière le CFC, ça a duré 10 jours, et impossible de trouver qu'est-ce qui bloquait le réseau. Et au fur et à mesure, on part sans cesse, on a trouvé qu'il y avait des plages de coffrage, je ne sais pas où ça a été fait exprès, on ne sait pas. Donc il y avait bloqué tout le réseau. Et en plus, il y avait un souci au niveau de Chaval, ils avaient un bassin de traitement. Le problème du bassin de traitement, avec la poussée d'Archimède, ça a carrément tendu en deux. Donc, ça c'était le problème. Voilà, ça c'était les gros problèmes là. Et puis on a un autre souci aussi sur l'assainissement là pour la suite, c'est que au niveau des lacunes, il y a pas mal de lentilles vertes. Alors ce qui est tombé cet été, c'est qu'il n'a pas fait très chaud, il y a eu pas mal d'écoulements, qui fait qu'on a fait ce souci de cyanobactéries et de lentilles vertes qui se met, donc il faut oxygéner l'eau. Donc si jamais on a des étés torrides dans les années à venir, il faudra trouver un dispositif pour oxygéner l'eau des lacunes. Voilà, sinon le reste en fait, donc, on n'a pas trop de problème, sachant que nous on travaille pour le séparatif. Parce qu'ils traitent, ils font que 300 000 m3 aux usagers. Par contre, il arrive à la station 500 000 m3. Quand il y a des tornades comme ces temps-ci, ça arrive plein pot, malgré des versements d'orage, donc à la steppe. Bon, voilà, si vous avez d'autres éléments. C'est bon? Oui.
on va prendre le clair. Donc, prise en charge par la commune d'un an de loyer afférent à l'installation d'un orthophoniste à la maison de santé. Monsieur le maire expose qu'afin d'assurer l'attractivité de la maison de santé d'Aigleton auprès des professionnels de santé, il a été décidé de prendre en charge une année de loyer pour les nouvelles installations au sein de celle-ci. Depuis le 2 septembre 2024, un orthophoniste est installé dans celle-ci. Les locaux appartenant à Aigleton Habitat et sont loués à l'association Rentadour Santé qui se charge de payer les loyers des professionnels de santé avant de demander le remboursement à ces derniers au prorata des surfaces occupées. La surface du cabinet est de 15,2 m². De ce fait, la prise en charge de ces loyers sur une année s'élève à 1 926,60 €, 160,55 € par mois. Cette aide sera versée à l'association Rentadour Santé sous la forme d'une subvention. Il est précisé que la dépense afférente est inscrite en section de fonctionnement du budget principal à l'article 65 748. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention à l'association Rentadour Santé pour financer une année de loyer pour l'installation d'un orthophoniste. Voilà, donc pas de problème là-dessus, je suppose. Ça va faciliter de nombreuses familles d'Aigleton. Il y a au moins une quinzaine de familles qui descendent régulièrement à Malmont, quand même, toutes les semaines, pour l'orthophoniste. Voilà, donc on est arrivé donc, à voir cet orthophoniste et puis elle démarre. Et je ne sais pas si vous avez des retours. Vous voyez bien. Je peux vous dire. Je sais qu'elle est là, elle était là. Elle était sur une Malmont. Voilà, donc et puis je remercie Aurore de la sienne qui nous a donné beaucoup de. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Juste des questions de pure forme. On s'interrogeait quand est-ce que ça avait été décidé, puisqu'il est indiqué, il a été décidé de prendre en charge une année de loyer. On voulait savoir qui l'avait décidé quand. Bon, j'ai il faut agir vite. Non, mais c'est une décision du maire. Ah oui, je pense. Et autre chose, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, que les personnes qui sont à l'OPHLM peut-être s'abstiennent. Ah oui, t'as raison. Je pense. Et moi aussi. Moi aussi. Voilà, lui aussi. Voilà. Donc il y en a pas mal. Il y a Ali, il y a nous, toi. Ouais, mais d'accord. Non. Ça arrive. Merci, oui, voilà. Donc on continue. On vote. Oui, oui, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, la pêche, la Gaule, c'est le Francis. Oui. Francis, L'attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association de la Gaule Aigletonnaise. Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'il a été sollicité par l'association APVMA de la Gaule Aigletonnaise pour une demande de subvention exceptionnelle afin de financer ses panneaux d'affichage et flyers. Le montant de cette subvention s'élève à 780 €. Il est précisé que la demande afférente est inscrite en section de fonctionnement du budget principal à l'article 65 748. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'attribution de cette subvention exceptionnelle. Qui est pour. ça correspond à quoi? Ça fait quoi? Les panneaux, oui. Ah oui. Voilà. Pas de problème particulier? Vas-y. À l'unanimité. Après, donc, c'est Didier pour la subvention pour la rénovation des vestiaires. Dans de subvention pour la rénovation des vestiaires, la création de sanitaires et d'une main courante au stade François Chassin auprès de l'Agence nationale du sport. Monsieur le maire expose que la commune d'Aigleton a décidé d'entreprendre plusieurs travaux de réfection et de création au stade François Chassin afin de réduire la consommation énergétique, de permettre la labellisation du terrain et d'accueillir de bonnes conditions les nombreux utilisateurs de cette structure. Les travaux envisagés sont les suivants. La création d'un sanitaire pour le public. En fait, là, il s'agit tout
faux plafond des blocs de douche vieillissants et remplacement du système de chauffage ainsi que du système de production d'eau chaude dans le cadre de la réduction de consommation énergétique. L'estimation des travaux se compose comme suit. Pour la création des sanitaires, le montant est de 8 489,44 €. Création du mat courant, 1429,39 €. Rénovation des vestiaires, 40 282,74 €, pour un total de 50 201,57 €. La commune des Glotons sollicite une subvention auprès de l'Agence nationale du sport à hauteur de 50% pour le montant des travaux hors taxe. Le plan de financement est le suivant. Donc la subvention ANS à la hauteur de 50% s'élève à 25 100,78 €. Autofinancement de la commune à hauteur de 50%, donc le même montant, pour un total hors taxe de 50 201,57 €. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Qu'est-ce qui est prévu comme type de chauffage dans les vestiaires? Mais c'est que la réflexion des vestiaires, donc ça ne change rien. Remplacement du système de chauffage. Production d'eau pour la production? Ah oui, d'accord. Oui, là, c'est une chose effectivement. Oui, c'est qu'après, dans un deuxième temps, comme on montre le chaleur spécifique du stade, donc on a fait le réseau de chaleur. Voilà. Le chaleur. Très bien, on passe C'est bien. Oui, sûr. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Jean-Marie, pour les chèques cadeaux. Donc, M. le maire propose d'allouer des chèques cadeaux à l'ensemble des agents municipaux pour une somme de 150 € par agent, et ce afin de faire un geste par rapport au pouvoir d'achat et à l'occasion de la rentrée de septembre, et ce pour les récompenser de leur engagement au service de la collectivité et des Glotoniens. Ce montant est conforme au seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est fixé à 193 € pour l'année 2024. Donc en suivant, vous avez la liste des commerçants et des structures qui vont accepter d'accueillir. Donc c'est bon. Donc monsieur le maire propose donc au conseil municipal de l'autoriser à attribuer des chèques cadeaux à chaque agent pour un montant de 150 €. Voilà. Jean-Marie, tous les commerçants et éventuellement artisans ont été contactés. Et là, on n'a que la liste de ceux qui ont répondu favorablement. Tous étaient contactés. Ah oui, tout à fait. Il y en a certains qui n'ont pas répondu. En fait. Oui, d'accord, vous ne pouvez pas s'en mettre. C'est la même chose qui s'est fait sur la Concorde quand il y a eu les chèques cadeaux Concorde. Certains qui ne sont pas entendu. C'est un choix, hein. Je veux dire, après, c'est du commerce. Ok. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Les lignes suivantes, c'est Astrid qui va les présenter là pour nous rentrer à la mémoire, sans représenter. Donc la première délibération est relative à la régularisation de l'amortissement comptable du compte 2051 par le compte 1068. Donc là, il s'agit de tout ce qui a été relevé par la CRC, à savoir la mention de la présence de fiches migration et la nécessité d'identifier précisément la nature des éléments actifs immobilisés. Donc à la date du 31 décembre, cette fiche migration présentait une valeur de 40 €. Donc là, il nous est proposé de comptabiliser les amortissements restants par débit au compte 1068. Donc, ici, on est vraiment sur des opérations strictement comptables qui n'ont pas d'impact sur le budget et pas d'impact financier. Donc, M. le maire vous propose d'approuver la régularisation de cette fiche migration par l'intermédiaire du compte 1068 et en suivant de sortir ces biens de l'actif. Oui, je me suis dit, mais pas d'autres comptes. Merci, mais tant que tu es sous-balancé. Donc surbalancé. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est 977,84 € de non-valeur. Donc vous avez la liste dans les pièces jointes. Donc ces non-valeurs concernent une mise à disposition de bennes vertes, de la cantine. Alors pour la librairie, c'était l'installation des panneaux directionnels dans la ville. L'aggravage de l'essence, c'était les frais de justice.
quand ils ont été condamnés, qu'ils avaient attaqué la commune, quand ils ont été exclus de la dernière DSP. Ils avaient perdu, donc ils avaient donné. Et après, ce sont des remboursements de frais d'obsèques. Voilà, pas de votre temps, je suppose. Merci bien. Et puis on continue avec Denise pour les écoles. En fait, il s'agit de formaliser la dénomination de l'école. On en avait déjà parlé à la fin d'une séance précédente. Les élèves de 3e étaient venus présenter des portraits de femmes inspirantes, tout en nous demandant d'attacher un de ces noms à un espace public. Donc, on avait pensé à l'école de Ben, du quartier de Ben, qui n'avait pas de patronyme. Donc, il s'agit de formaliser tout simplement. Si rien n'a changé, cette école sera baptisée le 18 octobre. Et vous serez bien sûr conviés à 11h. On attend confirmation. Donc, Monsieur le maire propose de baptiser l'école élémentaire de Ben, école Simone Veil. Nous avons commandé un panneau à une société qui est, je ne me rappelle plus, Astrid. C'est un signe. Voilà, pour imposer donc son nom sur le pignon de l'école. Ça sera visible depuis la rue de Ben. Donc, est-ce qu'il y a on fait voter là? Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Oui. Il s'agit d'avenant numéro 2 au lot 1 du marché de restauration collective. En effet, on est lié avec un marché et on est coordonnateur de ce marché avec le groupement Comcom. Donc, je rappelle que l'appel d'offres est constitué de 2 lots, un pour la fourniture pour la commune d'Égletons et 2 pour la fourniture et la livraison de repas pour les crèches communautaires. Le lot 1 a été attribué à la société Scolarest et le lot 2 avait été déclaré infructueux. Le marché a pris effet au 1er septembre pour une durée de 1 an, 2022, pour une durée de 1 an, renouvelable au maximum 3 fois pour la même durée. Depuis lors, la commune a eu l'opportunité de contractualiser avec le conseil départemental et afin que les coûts entre les collectivités puissent être mutualisés et afin d'assurer une continuité entre les repas servis en primaire et le collège d'Égletons, la commune ne renouvelle pas le marché pour la dernière année avec Scolarest. Cependant, la prestation continue pour les besoins de la communauté de communes, pour les mercredis et durant les vacances, puisque les accueils de loisirs sont ouverts à ce moment-là et des jeunes au restaurant scolaire d'Égletons. Le retrait des volumes de la commune a pour conséquence une majoration du prix donc applicable à la communauté de communes. L'objet du présent avenant est donc d'appliquer ces nouveaux prix détaillés ci-dessous à compter du 1er septembre 2024. Donc il y a la majoration de la façon suivante. On passe pour le tarif enfant de 3,48 à 4 €, pour le tarif adulte de 4,366 à 5 € et le tarif pique-nique de 3,12 à 4 €. Voilà, y a-t-il des questions à ce sujet? On ne se prononce pas sur la contractualisation avec le conseil départemental. Si, on se suit. C'est là. On décide du cadre, en fait. Non, la convention, c'est la 18. La délibération concerne
la convention passée avec le CD. Oui, on parle de la... Oui, je comprends ce que tu veux dire. On parle de la passation de la convention dans cette délit, il aurait fallu la prendre après. Oui, mauvais sort. Mais enfin bon, je pense pas que ça change grand-chose. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 pour la commune et la communauté de communes, d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des votes contre? Ça fait 5, donc. Des abstentions? Je vous remercie. Et voilà. Qui est-ce qui présente C'est les gens qui viennent. Délibération numéro 18, convention de prestation de restauration en liaison pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires de ce niveau de temps avec le conseil départemental. Monsieur le maire expose que la commune d'Agleton engage pour la rentrée scolaire un changement de prestataire sur la restauration scolaire. En effet, grâce au conseil départemental, à compter du 2 septembre 2024, les repas pour les écoles d'Agleton seront confectionnés par les cuisines du collège d'Agleton. Cette décision mûrement réfléchie permettra aux structures publiques de mutualiser les coûts et d'offrir à nos élèves une continuité entre les repas servis par la commune d'Agleton et ceux du collège d'Agleton. Le repas reste toujours livré en chaude et structuré avec 5 composantes. Un accent considérable sera mis sur les produits locaux. Pour ce faire, il convient de signer une convention de prestation de restauration dans laquelle la commune s'engage notamment à mettre à disposition du personnel pour un volume horaire de 40 heures hebdomadaires, à fournir des conteneurs, à assurer le transport, à réaliser le nettoyage des conteneurs, accessoires inox et de l'intérieur du véhicule journalièrement. Un relevé mensuel du nombre de repas fournis sera établi par le collège. La facturation des repas fournis interviendra à la fin de chaque trimestre. La convention est renouvelable par tacite production et pourra être dénoncée après un préavis de 3 mois avant la fin de l'année scolaire. Si celle-ci est jointe en annexe. Est-il des questions? Oui, tu nous as expliqué comment ça se passe en fait, qui transporte, avec quel véhicule, enfin quelques détails supplémentaires. Alors, eh bien, tout simplement, la commune donc s'est engagée à mettre un personnel à disposition, donc qui va travailler sur les cuisines du collège pour aider à l'élaboration des repas. Et d'autre part, nous avons engagé l'achat d'un véhicule pour transporter ces repas, puisqu'ils ne peuvent être transportés que dans un véhicule agréé pour ce type d'alimentation. Donc voilà. L'agent, on ne l'a pas recruté, il était déjà dans nos agents. On n'en a pas recruté un spécifique. Cet agent-là avait déjà travaillé dans les cuisines avant que la restauration se fasse auprès d'un prestataire. Est-ce que ça a été abordé en commission des affaires scolaires, ce sujet? Je n'ai pas fait de commission, je fais un mea culpa. Non. Parce que bon, on l'a décidé assez rapidement. Pas très agréable, vous savez, on l'a déjà dit. D'apprendre la nouvelle. En lisant la montagne. Donc on va vous demander, si vous voulez bien, un abonnement à la montagne, à livrer la rue François Meudon. On va fermer les articles de matin, c'est bon. Et voilà, on a appris en lisant la montagne, on s'est dit, bon, bonne nouvelle, parce qu'on est pour le service public, bien sûr. On aurait aimé que ça aille jusqu'au bout avec la prestation pour les vacances scolaires. Mais c'est pas possible. Je comprends les raisons, bien sûr. Est-ce qu'on, parce que si ça avait été traité en affaires scolaires, on aurait peut-être eu des détails sur le menu, sur l'intendance, parce que je crois que l'intendance
tendances au collège sont quand même assez tendues. C'est les retours que j'ai, hein, c'est assez compliqué de commander les repas, de gérer. Donc, c'est des questions techniques. Il ne faudrait pas qu'en 6 mois, on ait... Nous, on a rencontré la responsable de l'alimentation et des cuisines. Il n'y a pas eu de problème. En fait, ça s'est fait peu de temps avant les vacances scolaires. Donc, notre prise de décision a été assez rapide. Et quand on a eu l'engagement de la qualité des denrées qui rentrent dans la composition des menus, on n'a pas vraiment hésité sur cette opportunité qui nous était proposée. Comment elle a été amenée, cette opportunité, si on peut savoir? C'est le conseil départemental qui l'a proposé? On a échangé avec le conseil départemental. Pareil des villes, la proximité. En fin de compte, il y avait depuis quelques temps, on en parlait en interne au niveau du conseil départemental. Ce n'est pas le seul collège qui donc délivre des repas au niveau des écoles primaires. Et comme on a, par rapport à la qualité, je sais que ça a souvent été évoqué, la qualité, et donc il y a une opportunité au niveau donc, du conseil départemental. La volonté, c'est de mutualiser avec plein de collectivités. Donc c'est la raison pour laquelle, alors à la décharge de Denise, c'est vrai que ça s'est un peu précipité au niveau du conseil. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt envisagé un peu plus tard dans le temps, mais en fin de compte, voilà. Après, nous, au niveau du conseil départemental, tout ce qui est la partie collège a été restructuré avec les personnes qui ont été nommées, donc la personne qui est responsable de l'approvisionnement, parce qu'on est en train de mettre en place, on met en place au niveau du département des circuits courts, voilà, par rapport à tous nos collèges, on peut que au niveau de tous les collèges corésiens, et du circuit court, pas spécialement bio, parce que le bio qui vient d'Amérique latine, d'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure des choses. En circuit court, à l'heure actuelle, toute la viande qui est délivrée dans les collèges corésiens, c'est de la viande corésienne. Ben voilà, il y a plein de choses, que ce soit les œufs, c'est pareil, il y a plein de choses, on est en train de travailler là-dessus, c'est vraiment la politique départementale des collèges. Donc il y a une opportunité qui s'est faite. C'est vrai qu'au niveau du département, on a un peu forcé les choses, hein, je veux dire, après, et on a un peu précipité la chose. Au niveau du collège, ça a permis également de modifier du matériel. Hein. Donc, on a racheté du nouveau matériel pour la production de grosso modo 250 repas en plus. Non, 210. Oui, c'est bon. 200, ça fait. Voilà, il y a eu un volume supplémentaire. Et également, il y a eu, au niveau du personnel du collège, il y a eu donc des concertations. Il y a des nouveaux cristaux qui sont arrivés, depuis, je pense, 6 mois et l'autre 1 an, je crois. Donc, tout a été travaillé aussi au niveau du collège. Alors, quand j'entends que tu dis attention, j'ai des doutes, mais en fait, c'est souvent qu'il y a des bruits qui courent et qui sont. Voilà. Nous, on y est allé en plus avec ma collègue qui est en charge des collèges. On est mangé quelques temps après la rentrée avec Charles et Denise. On a fait le tour du personnel et tout. Voilà, je pense que ça s'est bien enclenché. Et a priori, moi, je suis assez le dossier prêt. Pas de retour comme ça, mais enfin, voilà. Non, moi, quand je dis les retours, c'est plus l'intendance. C'est parce qu'on va passer donc 210 repas en plus. Le collège aujourd'hui sert combien de repas à midi? Il y a une capacité de production de 600 repas au collège à l'heure actuelle, alors donc il y a un peu de marge. Et on a remis des fours nouveaux avec des matériels qui étaient un peu usagés, quoi. Avec des matériels beaucoup plus performants et pour la mise en température. Je ne suis pas un grand cuisinier. On compte sur le conseil départemental pour que ce soit bon, parce que sinon les petits, du CPA à la 3e, c'est qu'on le jeudi. Ça c'est comme tu peux la dire, c'est un jeu. Je pense. On peut toujours essayer de faire, mais a priori, au niveau des repas, les repas qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas trop mal, je crois. Oui, tout à fait. Au niveau des inscrits, donc oui, je reconnais Jean-Marie, excuse-moi, je t'ai repris sur le nombre de rationnaires, mais c'est vrai qu'on est... Oui, c'est ça, c'est la marge. Il y a environ entre 210 et 220 enfants qui mangent journellement dans nos restaurants scolaires. Et d'ailleurs, j'avais
répartition par tranche de paiement selon les tickets. En fait, il y a peu de variables par rapport à la tranche des 1 euro que l'on maintient encore. Hein. Je trouve que c'est une chance pour les familles qui ont donc un coefficient fiscal de moins de 1 000 euros. Donc ils sont 61,89%, 62 disons, tout en sachant que le nombre d'inscrits à la cantine, généralement, il part d'un état, mais il évolue dans l'année. Hein, donc on peut s'attendre à voir une dizaine d'enfants qui déjeunent en plus. Je pense aux petits de maternelle qui mangent peut-être pas tous au début de l'année, mais qui après s'inscrivent sur ce service. Sur la tranche à 2,42, il y a 10,57% des enfants. Sur la tranche à 2,88, 7,92. Sur la tranche la plus haute à 3,34, 16,98. Voilà, ça vous donne une répartition. Il faut faire l'effort comme et aux achats à l'unité, mais là c'est vraiment à la marge, à 3,40, 2,64%. Voilà ce qu'il en est en fin septembre. Voilà, mais il y a de bons retours de ces repas avec William n'est pas là ce soir, mais il vous ferait un résumé de l'évaluation de l'état des déchets collectés, et il y en a beaucoup moins. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, et merci au département aussi, parce qu'on était quand même dans un bel embarras, puisque Scolares nous a viré sans préavis, effectivement, et donc il fallait trouver quelqu'un assez rapidement pour pouvoir faire. C'est eux qui nous ont. Oui, on n'a pas refait l'historique. Ouais, on n'a pas fait l'historique, effectivement. Mais bon, ça nous a vraiment soucié. Ça fait un souci parce qu'en même temps, on ne savait pas trop c'est qu'on allait. Et puis il y a eu les planètes sur la musique, comme on dit souvent. Et puis le département a bien réagi en faisant. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont viré, puisqu'en même temps, c'est la TSV qui considérait que la surface des locaux n'était pas assez importante pour préparer plus de 2000 repas par jour. Voilà. Donc, c'était pas très élégant quand même. Mais enfin, on est juste, on est satisfait du retour du département quand même. Approbation. Oui. Approbation du tarif des repas fournis par le conseil départemental. Monsieur le maire expose que le conseil d'administration du collège, lors de sa séance du 27 juin 2024, a déterminé le coût d'un repas à 3,15 € TTC. Celui-ci a été proposé au conseil départemental. C'est donc ce tarif qui nous sera appliqué à compter du 2 septembre 2024 dans le cadre de la convention pour la fourniture de repas en liaison chaude pour les écoles primaires des deux. Son taux de progression est fixé chaque année par disposition réglementaire et voté par le conseil d'administration. Il inclut la valeur des denrées nécessaires à la confection des repas, y compris les produits locaux et des charges, électricité, eau, maintenance et entretien des matériels et locaux, etc., dont le pourcentage est fixé conformément à la réglementation applicable aux établissements publics locaux d'enseignement dans ce domaine. Il est donc amené à évoluer à chaque rentrée scolaire. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le tarif de 3,15 € TTC par repas et ses modalités de révision. D'accord. Tu votes? Qui est contre? C'est persuasif, hein? Voilà, il y a les têtes au terrain. Alors, cessation de parcelle au profit de l'association Solidarité Pure. Le conseil municipal a été sollicité par l'association Solidarité Pure pour acquérir des parcelles communales appartenant au domaine privé de la commune située pour Amiens. Il s'agit des parcelles décrites ci-après, parcelle BA 135 de 705 m², la BA 137 de 224, la BA 138 de 76 m², la BA 143 de 275 m². Le prix de vente pour ces parcelles, une surface totale de 1280 m², s'élève à 3456 €.
Ces parcelles, c'est ce qui se situe derrière chez PAB et le petit chemin qui passe au niveau du gaz. Voilà, c'est faire un parcours. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver la cession des parcelles BA135, BA137, BA138 et BA143 au profit de l'association de solidarité dure selon les modalités exposées précédemment et d'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Il est précisé que les frais afférents sont à la charge directement. C'est avant la station d'essence de. Ouais, c'est avant la station de gaz, avant la station de gaz et la route. Ouais, derrière le plat. Derrière le plat, oui. Ok. Il y a des questions? On n'a pas de référence de coût des parcelles issues des domaines là, pour. Si. Elle n'a pas précisé pour faire de compte de l'estimation des domaines. Ah, voilà, oui, en relisant, effectivement, on aurait dû le rajouter. Oui, tout à fait. Je vais le voir, mais c'est que tu me l'as soufflé. Ah, je le souffle là. Ah, c'est fini. Voilà, donc bon. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Cession de la parcelle AB20. Monsieur le maire expose au conseil municipal qui a été sollicité par monsieur Lionel Jala pour acquérir la parcelle communale appartenant au domaine privé de la commune, jusqu'en sa propriété 6 à l'estampe décrite sur parcelle AB20, surface 220 mètres carrés, prix du vente 870 €. Le prix du vente est conforme à l'information du domaine. Monsieur le maire, nous propose au conseil municipal d'approuver la cession de la parcelle AB20 selon les modalités exposées précédemment, de l'autoriser à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre. Il est précisé que les frais afférents sont à la charge du l'acquéreur. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon artisan, pour faire là. On a travaillé le visage d'elle, on a travaillé. Mélanie, tu as peut-être l'information. Donc, approbation du plan de formation 2024-2025 de la commune et du CCS. Monsieur le maire rappelle que par la réflexion qu'il impose, le plan de formation permet d'améliorer les compétences et l'efficacité de la collectivité, d'anticiper, d'encadrer, d'évaluer les actions de formation dans un objectif d'amélioration continue du service public. Monsieur le maire précise que l'ensemble des formations est soumis à l'examen et à l'approbation de l'autorité territoriale. Il ajoute que les besoins de formation ont été recensés au sein de chaque service et que le plan de formation est commun aux agents de la commune et à ceux du CCAS. Il rappelle que ces formations sont assurées majoritairement par le Centre national de la fonction publique territoriale grâce à la cotisation versée annuellement conformément à la loi. Quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet. Définir un cadre permettant à l'ensemble des agents de cette sphère à leurs obligations statutaires de formation. Identifier les besoins de formation les plus pertinents pour favoriser l'accès de la formation des agents dans la collectivité. Anticiper les besoins de compétences et donner les moyens de service public efficace, prenant en compte l'actualité, l'évolution de l'environnement territorial et des missions assumées au sein de la commune. Contribuer à la dynamique du territoire. Donc, les propositions retenues qui ont été présentées au CST pour avis sont basées sur 10 axes stratégiques: gérer les ressources humaines, renforcer les compétences managériales, développer les compétences techniques, accompagner les politiques en direction de la petite enfance et de la jeunesse, agir pour l'environnement, développer les compétences des services support, accompagner les politiques culturelles, développer les formations relatives à l'hygiène et à la sécurité, renforcer les compétences en bureautique et numérique, poursuivre la professionnalisation de l'accueil du public. Le CST a rendu un avis favorable sur le plan de formation des agents de la commune pour l'année 2024 lors de la séance du 5 juillet 2024. Le conseil d'administration du CCAS est prononcé favorablement lors de la séance du 10 juillet 2024. Donc, la proposition retenue qui ont été présentées au CST pour avis sont basées sur 10 axes stratégiques: gérer les ressources humaines, renforcer les compétences managériales, développer les compétences techniques, accompagner les politiques en direction de la petite enfance et de la jeunesse, agir pour l'environnement, développer les compétences en bureautique et numérique, poursuivre la professionnalisation de l'accueil du public. Le CST a rendu un avis favorable sur le plan de formation des agents de la commune pour l'année 2024 lors de la séance du 5 juillet 2024. Le conseil d'administration du CCAS est prononcé favorablement lors de la séance du 10 juillet 2024.
Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal de prendre acte du plan de formation 2024-2025 pour la commune et le CCAS. Voilà. On s'était vu avec les représentants du CSP. Oui. Bon. Ah oui, mais c'est pas un acte. D'accord. Alors, modification du protocole sur le temps de travail. Monsieur le maire expose que pour le bon fonctionnement de la collectivité, une modification du protocole est nécessaire. Donc, dans le tableau, vous avez le quota horaire actuel par service avec les droits RTT. Le directeur des services techniques souhaitant que le temps de travail de l'assistance administrative soit modifié, il a été proposé au CST, réuni dans sa séance du 5 juillet, de la faire passer de 36 heures à 38 heures à compter de septembre 2024 pour les besoins du service. Le CST a d'ailleurs donné un avis favorable. Ce protocole est en commun à la commune et au CCAS, qui appartient au conseil municipal et au conseil d'administration du CCAS, qui est prononcé. Le conseil d'administration du CCAS a approuvé à l'unanimité cette modification lors de sa séance du 10 juillet 2024. Ça se pose la question. Donc, on peut voter. Donc, qui est contre? Merci. Allez, on va résumer un petit peu c'est pour l'instauration du régime indemnitaire de la filière Olivier Champêtre. Donc, lors du conseil municipal du 11 janvier 2008, la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, c'est-à-dire de l'UPSEP, pour l'ensemble des personnels de la commune, cet avis favorable du comité technique du 9 janvier 2018. Pour donner suite à la nomination de garde champêtre au sein de la collectivité, il est nécessaire de mettre en place le régime indemnitaire afférent à la filière police municipale courant 2024. Cette filière n'est pas encore intégrée au RIFSEP, mais un projet de décret est annoncé courant 2024 par le Conseil supérieur de la FPD. Il est donc nécessaire, dans l'attente, de mettre en place un régime indemnitaire spécifique, à savoir une indemnité spéciale mensuelle de fonction, une indemnité d'administration et de technicité, et le cas échéant, une indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Ensuite, vous avez tous les décrets du Code général de la fonction publique. On va pour l'instauration de l'indemnité spéciale mensuelle, le taux maximum c'est de 20%. Ensuite, l'indemnité d'administration de l'utilité pour un garde champêtre, c'est 506,17 €. Ensuite, vous avez plus les explications des régimes indemnitaires. Donc, voilà. Tout ça pour mettre en place en 2024. Donc, monsieur le maire vous propose, suite à toutes ces décrets, toutes ces nouvelles indemnisations, d'instituer le régime indemnitaire de la filière police municipale dans les conditions donc ci-dessus, et de verser les indemnités subvisées selon la périodicité indiquée ci-dessus. Voilà. Donc, c'est pour faire une mise à jour au niveau du RIFSEP. Voilà. Qu'est-ce qui est contre? Qu'est-ce qui s'abstient? Merci. Voilà, et puis il arrive à la délibération. Il s'agit des indemnités horaires de travail supplémentaire, rajoute la filière police municipale. Pour que les agents du cadre d'emploi des gardes champêtres puissent bénéficier de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires au sein de la collectivité, il convient de modifier le tableau des bénéficiaires inscrits dans la délibération qui était la 13 en date du 30 mars 2023 sur les indemnités horaires pour travail supplémentaire, compensation des heures complémentaires et supplémentaires, dans son article 2 en incluant la filière et les grades tels que suit. Cadre d'emploi de la filière police municipale, garde champêtre, chef principal, service police rurale. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'appliquer les modalités ci-avant énoncées pour les indemnités horaires pour travail supplémentaire concernant la filière police municipale. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, on a mis les agents de l'inclusion. Oui, t'as raison. On ne sait pas quel sera le équipement. Ah oui, d'accord, vous avez vu. Ouais. Bon, pour l'instant, il est là. Il est là. Il est chef. Il est chef. Alors, dans les décisions, donc on a attribué le marché préparatif. Vous vous rappelez, donc, on avait débattu, savoir si on faisait payer une somme aux gens qui ont raccordé à l'assainissement
Donc nous on avait validé que la commune prend en charge, donc, dans tous les cas. Donc c'est l'entreprise Corrigier là, qui a eu le marché pour 106 541 € hors taxe. D'ailleurs à ce propos, là, on fera une réunion là, des travaux et du cadre de vie assez rapidement. Et on a des projets sympathiques à vous proposer là, sur la commune d'Aigleton, et puis on profitera pour aller visiter des chantiers. On réunira les deux commissions. Les chantiers connexes actuellement sur Aigleton et puis le Nîmes. Ensuite, on visitera aussi, enfin, on fera le tour aussi pour les aménagements des secteurs ouverts à la société Eurovia. La préemption de la parcelle avec 256 par la commune, c'est la parcelle qui est en main, je crois. Là. Ah ben ça, oui. On en a parlé au conseil communautaire. Voilà. Hein? Non. Ah bon? On la trouve pas sur le cadastre. Ah mais qu'il y a une erreur dans la... On va la vérifier. En fait, je dis tout l'ensemble. Madame Berti, je vous dis, au conseil municipal. Où il y a partie, il y a celle-là. Voilà. Ça risque d'être l'exposition de voitures aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait l'attribution des marchés, ben, on en parlera aussi à cette réunion. Les marchés pour l'interconnexion. Au groupe bien éliminatier, la vente de matériel réformé, là, il y a un tracteur à la ministère de l'Outil, 8055, je ne sais pas si cher, je crois que combien on a parlé. Voilà, c'est les services techniques là, qui l'ont acheté, c'est Martini qui a acheté ça. Après un moyen forestier, et puis une demande de subvention pour la du forail dans le cadre du contrat de solidarité communale. Voilà, comme ça avec les départements. Et il va pratiquement se terminer ce forail, il était quand même. Mais c'est pas grand chose. On ne peut pas être aidé avec le temps. Voilà, écoutez, on va passer. Est-ce que vous avez des